Aujourd'hui, nous aimerions parler d'un sujet qui revient, surtout quand il est question du sous-développement de l'Afrique. Il s'agit de la traite négrière et sans oublier la responsabilité africaine. C'est bien de savoir que beaucoup d'Africains aujourd'hui sont à la recherche de l'authenticité. Mais il faut que cette quête soit faite avec honnêteté, sincérité et dans l'objectivité. Quand on parle de l'esclavage ou traite négrière, cela nous renvoie automatiquement aux esclavagistes arabes, qui étaient eux-mêmes à majorité noirs, ce que beaucoup ne savent pas aussi, et aux Européens. Donc on peut dire que notre esprit est si habitué à ce raccourci que nous en arrivons à oublier les responsabilités africaines. Et dans ce domaine, le travail du professeur Tidiane Diakité, publié dans son livre La traite des Noirs et ses acteurs africains du 15e au 19e siècle, nous sera d'une grande utilité. Dans ce livre, il disait ceci: si l'histoire de l'esclavage et celle de la traite des Noirs sont généralement assez connues, leurs dimensions spécifiquement africaines n'ont jamais fait l'objet d'une étude autonome alors qu'elles constituent un des aspects essentiels de cette histoire. Pour remonter un peu l'histoire, il faut dire qu'avant l'arrivée des Blancs, l'Afrique avait une forme d'esclavage interfamille ou intervillage qui se présentait comme une servitude sous contrat ou esclavage par dette. Et si on veut analyser objectivement les faits, l'on ne peut pas nier le fait que le commerce des Noirs a été possible grâce à la collaboration active et volontaire des chefs locaux. Parce qu'avant le 15e siècle, non seulement l'Europe n'avait pas les moyens financiers ni militaires pour mener une expédition en Afrique afin de forcer tous les royaumes à leur vendre des esclaves, mais aussi l'hostilité du terrain et du climat africain ainsi que les épidémies et les maladies tropicales étaient pour eux de sérieux handicaps. Nous n'essayons pas ici de dédouaner les esclavagistes, mais comme nous le savons aussi, on ne peut bâtir son authenticité qu'en regardant avec lucidité son passé. Il faut alors bien souligner que les Européens et les Arabes ne pourchassaient pas les Noirs comme du gibier. C'était un commerce respectueux de la loi de l'offre et de la demande. Certes, il peut y avoir de la contrebande, comme la capture d'un Noir isolé dans une brousse. Mais pour l'essentiel des personnes vendues, tout s'est fait selon les règles d'un commerce que l'on jugeait légal, avec l'accord et la protection des chefs locaux. Donc le commerce des Noirs fut l'une des activités qui a contribué à la prospérité de beaucoup d'empires et de royaumes africains à travers les razzias d'autres royaumes, comme l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire du Mali, le royaume d'Ashanti, d'Abomey et d'Oyo. Bon, il y en a plein. Et plus la demande était forte en Europe, plus les chefs locaux organisaient des razzias et des guerres afin d'approvisionner la traite en esclaves. Même si à un moment le roi Soundiata Keita, à travers la charte du Manden, réglementera l'esclavage, cela ne sera plus respecté après sa mort. Et les exemples n'en manquent pas. On estime à 250 000 livres les revenus du roi Tegbessou d'Abomey, obtenus grâce à une livraison d'environ 9 000 esclaves chaque année. Il régna de 1740 à 1774. Il ne manqua même pas d'installer un représentant nommé Yovogan à Ouida pour négocier les ventes avec les Européens. Le roi Glélé, qui régna de 1858 à 1889, était aussi bien connu pour son goût pour le commerce des esclaves. Et quand on prend le roi Gezo, qui régna de 1818 à 1858, il nomma Francisco de Souza, l'un des plus grands protagonistes du commerce des esclaves, comme vice-roi de Ouida, en lui conférant tout pouvoir sur le trafic des esclaves dans le royaume. Donc, au su de tout ceci, peut-on encore continuer à dédouaner les Africains de n'avoir pas participé activement et volontairement dans la traite des Noirs? Il est donc lucide que, dans notre critique de l'esclavage, nous ne perdions pas de vue la responsabilité des chefs africains, nos ancêtres, car c'est nous qui avions vendu nos frères et sœurs par dizaines de milliers, sans compter ceux qui mouraient durant les razzias et ceux qui perdaient la vie avant d'arriver sur les marchés d'esclaves chaque année. Donc, considérant tout ceci, nous pourrons dire que le sous-développement de l'Afrique
ne peut avoir pour unique responsable l'Occident ou l'autre. Comme nous le savons, à part le Japon, les deux Corées, la Thaïlande et le Libéria, il n'y a pas un seul centimètre carré de cette terre où les peuples n'ont pas été dominés, asservis et réduits en colonisation. L'Afrique ne fut donc pas le seul continent à avoir été sous la domination d'un peuple étranger, non. De même, la religion ne saurait être la racine des maux de l'Afrique, comme beaucoup tentent à le faire croire ces derniers temps. Il faut le savoir, accueillir des religions étrangères n'est pas ce qui empêche le progrès scientifique ou technologique d'un peuple. Par exemple, le bouddhisme pratiqué en Chine et au Japon vient de l'Inde. Le christianisme en Occident vient de la Palestine. Le confucianisme répandu en Corée, au Japon, au Vietnam vient de la Chine. Et pourtant, tous ces pays sont développés. Donc, chers Africains, nous ne pourrons plus continuer à trouver des excuses à notre sous-développement en portant toute la faute à l'Occident, à l'Orient ou à l'esclavage ou encore à une quelconque religion. Nous pouvons faire mieux que de toujours jeter la pierre aux autres et refuser de commencer par changer les choses nous-mêmes. L'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec la traite négrière et la colonisation. Et c'est pourquoi notre histoire doit continuer. L'Afrique doit évoluer. Nous avons assez fait le deuil. Si nous voulons, culpabilisons qui nous voulons. Renions toutes les religions. Mais si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, si nous ne travaillons pas à une unité entre les peuples africains, nous serons toujours manipulés sur des bases ethniques comme au Rwanda, ou des éleveurs contre agriculteurs, comme nous l'avons vu au Nigeria ou partout ailleurs en Afrique, ou à partir du christianisme et de l'islam, ou encore sur des divergences de nationalité, comme Nigériens contre Sud-Africains, Congolais contre Rwandais. Ce qui simplement veut dire que toute différence entre nous sera ainsi motif de conflit, comme si ailleurs cette différence n'existe pas. Nous avons pour le sort de notre continent Afrique besoin d'une jeunesse engagée, d'une détermination patriotique et pragmatique. Nous devons aller à la rencontre des autres cultures sans perdre notre identité et emprunter leur technologie pour l'adapter comme l'a fait la Chine. Mais d'abord, nous devons résoudre le problème de la mauvaise gouvernance, du gaspillage des ressources de nos pays qui n'ont rien à voir avec la traite ou la colonisation ni les religions. Alors, chers Africains, le monde nous attend. L'Afrique doit évoluer car le respect des Noirs partout dans le monde dépend de la façon dont les Noirs d'Afrique se feront peuple mature, responsables, indépendants et fiers. Il nous faut donc retenir que si nos pays sont bien gouvernés et deviennent des puissances, et si nous arrivons à produire nous-mêmes et à consommer nos produits made in Africa, nous n'aurons plus besoin de réclamer du respect. Et ce combat, personne ne le fera à notre place. Il nous faut être anticipateurs sur le futur et avoir le sens du sacrifice pour la patrie. Alors réveillons-nous, chers Africains, levons-nous de nos sommeils, car le monde attend depuis si longtemps notre part dans la construction de notre humanité.